Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite donc la bienvenue dans ce webinaire du Réseau international étudiant pour le climat UNICE. Donc, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui en si grand nombre. Je vois 57 en ce moment participants. Ça rentre au fur et à mesure. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. We are very pleased to welcome you to this webinar. Très heureux de vous avoir avec nous sur ce séminaire Réseau international d'étudiants pour le climat. Être étudiant, étudiante et militant, militante Euh, climatique en 2020, perspective autochtone. This will be a multilingual event with simultaneous translation. Nous The allons country avoir la traduction of the simultanée. panel is are in Vous French, pouvez so if suivre la you conversation en français selecting the ou en anglais en language of choisissant la choice langue de votre on the choix au bottom bas of the Zoom window. de la You can fenêtre Zoom. also listen Vous to the pouvez également bilingual version by écouter staying la on the version listen button. bilingue si vous restez Choice sur of ce canal. langue est traduit en simultané. Donc, vous pouvez choisir la langue de votre choix, le français ou l'anglais, dans le bas de la fenêtre Zoom, où il y a écrit Interprétation, ou encore écouter la version originale, bilingue, en restant sur ce canal. L'activité d'aujourd'hui est organisée par le Réseau international étudiant pour le climat UNICE. Créé en 2020, ce réseau est la première plateforme entièrement dédiée à l'appui et à la mise en valeur de l'action climatique étudiante. Il œuvre ainsi à créer des passerelles entre l'action climatique étudiante et la société. Le réseau UNICE est une initiative de l'Université Laval et pilotée par l'Institut Hydro-Québec en environnement, développement et société. Cette initiative est menée grâce au soutien du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada, de la Fondation McCall-McBain, de la Ville de Québec et bénéficie aussi de la collaboration des différentes universités partenaires à travers le monde. Je suis Cécilia Alexandre, je suis candidate au doctorat en droit international à l'Université Laval et membre de la chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles. Mes recherches doctorales portent plus précisément sur le respect des droits culturels des peuples autochtones au sein des conventions culturelles de l'UNESCO. Tel que d'ailleurs le rappelait l'été dernier la rapporteuse spéciale sur les droits culturels Karima Benoun, les changements climatiques ont des effets directs sur la jouissance des droits culturels aussi. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'animer ce panel et qui est consacré aux perspectives autochtones sur l'action climatique étudiante. On le sait, quels que soient les niveaux d'action, entendre et tenir compte des perspectives des peuples autochtones sur cette question du climat est aujourd'hui un enjeu fondamental. D'abord, parce que partout à travers le monde, les peuples autochtones sont souvent les plus exposés aux effets des changements climatiques qui menacent leurs moyens d'existence, leur culture et leur mode de vie. Mais aussi parce que, comme l'a reconnu le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, dans son dernier rapport d'évaluation, et je cite, les systèmes et pratiques des savoirs autochtones, locaux et traditionnels, y compris la vision holistique qu'ont les populations autochtones de leur collectivité et de leur environnement, fin de la citation, représentent une richesse dans la lutte contre les changements climatiques. Dans le cadre de cette activité, nous aurons donc la chance d'entendre les interventions de 4 étudiants, tous membres d'une communauté autochtone et tous engagés dans l'action climatique. Ils partageront leur point de vue sur ce que signifie pour eux être un étudiant autochtone, un militant climatique, et ils discuteront peut-être de la façon dont leur identité influence leur action climatique, ainsi que de leurs attentes potentielles en matière de politique publique. Ces 4 étudiants proviennent du Canada, du Sénégal, du Guatemala et de la Nouvelle-Zélande. Il s'agit de, premièrement, Graham Reed, qui est étudiant à l'université de Guelph, en Ontario, et membre de la nation Anishinaabe. Après, nous écouterons Diena Baba, qui est étudiante de l'université Alioune Diop de Bambey au Sénégal et membre de l'ethnie Peul. Par la suite, nous écouterons Marco Ramirez,
qui est étudiant à l'université de Rafael Landívar au Guatemala et membre du peuple Tutril. Il s'exprimera dans sa langue natale, le Tutril, et sera donc accompagné de son traducteur, Julien Mallard, qui est étudiant à l'université de McGill et membre du réseau Unicé. Donc, on remercie chaleureusement Julien pour l'effort qu'il fait en ce moment de traduction. Et à la fin, nous écouterons donc la présentation de Tiana Jakisevich, qui est étudiante à Victoria University of Wellington et qui est maori. Donc, je tiens vraiment à le remercier vivement d'avoir accepté de prendre part aujourd'hui à ce panel qui se veut avant tout une occasion de partage, une occasion d'échange, d'expérience et de points de vue. Donc, pendant les interventions, je vous explique un peu comment ça va se passer. Donc, nous allons entendre ces quatre conférenciers et nous vous invitons donc à ce moment-là à garder les micros fermés. Vous pouvez ouvrir vos caméras si vous le souhaitez et à tout moment, vous pouvez partager vos questions dans le chat ou converser. Je vous demanderai à ce moment-là de vous identifier si possible et en précisant à qui votre question est adressée. Et vous pouvez poser, bien entendu, la question dans la langue de votre choix entre le français et l'anglais. Après les présentations des panélistes, une période sera réservée aux questions que vous aurez posées par le biais de ce chat. Donc, sans plus tarder, je me tourne maintenant vers notre premier panéliste que je vais présenter, Graham Reed. Donc, merci Graham Reed d'être là aujourd'hui. Donc, je vous présente Graham. Il travaille à l'Assemblée des Premières Nations en tant que conseiller politique principal, veillant à ce que la politique climatique fédérale et internationale protège les droits, les compétences et les connaissances des Premières Nations. Au cours de cette période, il a eu l'occasion de représenter l'Assemblée des Premières Nations lors des COP 23, 24 et 25 de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Depuis 2019, il est le coprésident du Forum international des peuples autochtones sur les changements climatiques. Il a récemment rejoint le conseil d'administration du réseau Action Climat Canada. Et pendant ses temps libres, il est candidat au doctorat à l'université de Guelph, en Ontario, où il étudie les croisements de la gouvernance autochtone, de la gouvernance environnementale et de la crise climatique. Il est membre de la nation Anishinaabe. Donc, Graham, la parole est à toi. Je te donne 10 minutes maximum et je t'arrêterai, je serai la maître du temps à ce moment-là. Donc, à ton tour, et on a bien hâte de t'écouter. Parfait, merci. Anine, bonjour. Graham Reed, Indigenous Cause, Anishinaabe, Nda, Ottawa, Nunjuba. Je suis Anishinaabe. Je suis très heureux de voir ses frères de partout, frères et sœurs de partout dans le monde. C'est important pour mon travail de reconnaître la terre sur laquelle je suis. Je suis patricien, activiste et aussi dans le cadre de mon doctorat, c'est important de reconnaître la terre, de respecter la relation que nous avons avec le territoire sur lequel on est et aussi de saluer mes parents de partout dans le monde. En partageant, je porte quand même plusieurs chapeaux. Je suis, si on peut dire, un volet politique et un autre volet du côté de l'étude. Et du côté des politiques, je suis à l'Assemblée des Premières Nations depuis quelques années et depuis années environ. Et à ce titre, tout ce travail, tout cet effort permet de faire avancer la protection, le leadership des Autochtones partout dans le monde et aussi touche les politiques climatiques, environnementales et aussi en matière de l'eau. Je fais mon doctorat aussi et j'enseigne sur la gouvernance autochtone.
Comment est-ce qu'on peut créer ces parallèles et donner le pouvoir aux Autochtones afin de s'autodéterminer, de se gérer eux-mêmes? C'est essentiel d'y penser dans le contexte climatique, évidemment, qui est un peu comme, comme au secondaire, dans les écoles secondaires, sont un peu l'histoire, en quelque sorte, de l'évolution de la connaissance, la nature de la structure du colonialisme et la façon dont ça se manifeste non seulement du côté climatique, mais aussi, on le voit dans l'université, à l'université. Il y a beaucoup de parallèles qu'on peut établir à plusieurs niveaux pour euh, transformer ces bases pour l'avancement de ces peuples indigènes autochtones. Alors, pour commencer la présentation et partager un peu la réflexion que nous avons actuellement. Les solutions actuelles ne marchent pas. Il y a plusieurs facteurs qu'on constate, que ce soit lié au parcours de l'augmentation de la température. Ça peut comprendre aussi un contexte unique au Canada où je vis et aussi pour vous tous. L'an dernier, dans le dernier rapport, on a souligné que le réchauffement au Canada est le double de ce qu'on voit ailleurs à cause de l'Arctique aussi, à cause de ces gens. Je pense qu'il faut continuer. Si on continue dans ce parcours, il va y avoir une augmentation de 9 degrés à long terme. Alors, quelle est l'implication? Quel est l'impact? L'impact énorme de non seulement sur les droits culturels, mais les droits inhérents à la relation par rapport à la terre, au territoire. Donc, à ce point-ci, je pense que c'est important de reconnaître l'urgence d'apporter les changements requis. Un autre exemple qu'on peut constater délibérément, c'est, je pense qu'on appelle la crise de biodiversité. Nous faisons tous face à cette crise et moi, je pense à vous, mais tous ces crises qui s'entrecoupent, ça montre cette approche dominante, que ce soit du côté du climat, biodiversité, etc., ne remédie pas du tout aux problèmes de base, mais crée en quelque sorte des problèmes. Mon message, c'est qu'il faut créer ce concept, comme disait un expert. euh, les Autochtones sont ici, existaient en Amérique du Nord, où que ce soit. Les colonialistes sont arrivés dans les années 14, 15, 15e siècle, 14e siècle, et les changements ont commencé. La crise climatique, c'est les mêmes changements climatiques auxquels on fait face et qui amènent ces transformations qui découlent finalement, qui amènent les gens à consommer des biens, des services et des matières premières. C'est une orientation très capitaliste. C'est important dans cette conversation de comprendre ces concepts de climat, de biodiversité, des choses qui ne sont pas séparées de notre vie quotidienne. Il faut les intégrer parce qu'on fait du travail. Il faut les intégrer sur le territoire qui est des inéquités fondamentales dans notre société qui existent et considérer la justice climatique comme la justice pour les genres, les incapacités, les races. Et simultanément, il faut les intégrer pour créer cette résilience pour nos communautés, où que l'on soit dans le monde, par rapport à ces changements éventuels importants. Je le vois, la façon dont c'est lié à ce qu'on parle sur le zéro net.
ce discours sur le mouvement climatique. On voit des engagements de pays, des engagements de sociétés qui s'engagent à zéro émission, hein, net zéro qu'on dit. Je pense qu'on a vraiment besoin d'évaluer. Oui, mais qu'est-ce qu'il veut dire? C'est quoi ça, zéro? Est-ce que zéro, c'est vraiment réparer la relation déséquilibrée qu'on a avec toute la création ou est-ce seulement une espèce de cadre d'imputabilité qui permet que la consommation soit compensée par, voyez, alors il faut reconnaître ça, la quantité d'émissions cumulatives, c'est attribué au G7. Je pense qu'il y a quelques semaines, on a dit que les émissions cumulatives, 92 c'est soit les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et l'Union européenne. Alors, bon, il faut qu'on fasse notre part, que ces pays fassent leur part et en assument la responsabilité et reconnaître également le rôle des Autochtones. Un problème que j'ai avec l'IPCC ou en fait, quels que soient les organismes multilatéraux, c'est ce concept de reconnaissance. Reconnaissance, c'est important, mais collègue à moi, Massai, qui dit, oui, la réconciliation sans action, c'est rien. Comment transformer, outre cette reconnaissance, il faut déconstruire la structure nécessaire pour, pour que les Autochtones procèdent à cette autodétermination. Alors, je pense que mes 10 minutes se terminent. Quelques mots, la façon dont je vois votre rôle dans cette discussion. Je pense qu'on pourrait avancer ensemble de la bonne façon. Reconnaître que les politiques climatiques ne sont pas la solution. Oui, ça sert quelques personnes qui les ont mis de l'avant pour maintenir des patterns de consommation. Mais nous, il faut regarder vers l'avenir. Comment pouvons-nous, je pense que l'exige, pour nous tous, il faut déconstruire ce que ça veut dire chez nous. Comment s'assurer qu'on brise cette histoire de colonisation partout dans le monde quand on pense à la négociation d'entente climatique multilatérale, qui implicitement, c'est un concept colonial pour les Autochtones. Dans le contexte canadien, je vais terminer ici, ce qui est nécessaire, à mon avis, pour remédier à ces enjeux, c'est de reconnaître le fait que la vérité vient avec la réconciliation. Le Canada, en particulier, a besoin de reconnaître davantage que ce parcours véritable, la vérité de ce parcours, des frontières qui ont été créées sur des terres autochtones, notre rôle comme universitaire, activiste, etc. Comment le territoire, le lieu de ces territoires est tellement important et reconnaître l'histoire, ne pas répéter les gestes d'autrefois. Alors, je vous laisse maintenant et je vous pose cette question, cette réflexion. Quel est votre rôle, vous, pour défaire ces structures? Merci beaucoup à tout le monde. Et j'ai bien hâte de prendre vos questions. Merci beaucoup, Graham. Le temps approprié. Thank you. It was exactly 10 minutes. I really hope that all of you will. C'est exactement 10 minutes. J'espère que tout le monde va faire la même chose. Ce serait parfait. Merci pour votre présentation. Comme nous allons avoir un petit moment à la fin de la présentation des pénalistes pour que tout d'abord ils parlent ensemble et par la suite qu'on puisse échanger tous ensemble, je vais tout de suite donner la parole à Djenaba et Djenaba Ba, que je vais présenter maintenant, qui va en fait présenter maintenant, qui va faire sa présentation maintenant. Donc, Djenaba Ba est étudiante en 3e année de licence en ingénierie technique du développement durable et en management de l'environnement
à l'université Alioune Diop de Bambey, au Sénégal. Elle est d'origine et de nationalité sénégalaise. Elle est membre de l'ethnie nommée Peul ou Alpulaar, j'espère que je l'ai bien prononcé, qui signifie également littéralement « qui parle Peul », qui est considérée également comme une communauté autochtone au Sénégal. Le Pulaar est aussi sa langue maternelle et paternelle qu'elle maîtrise bien. Donc, Djenaba, je vais te laisser maintenant la parole également pour 10 minutes. Ah, d'accord. Je disais que je m'appelais Djenaba Ba. Je suis étudiante en développement durable et management de l'environnement à l'Université Alioune Diop de Bambey au Sénégal. Je suis également sénégalaise et membre d'une population autochtone nommée Peul, présente dans plusieurs pays de l'Afrique. Et je suis également ravie de partager mes réflexions par rapport au thème d'aujourd'hui. Donc, j'aimerais partager ma réflexion avec vous suivant ces points-ci. J'aimerais d'abord vous parler du militantisme estudiantin en faveur du climat tel que je le perçois, le militantisme estudiantin autochtone, l'influence de mon identité autochtone, à savoir l'identité Peul, sur mes actions climatiques, mais également mes attentes concernant les enjeux climatiques et autochtones. Alors, par rapport au militantisme estudiantin en faveur du climat, nous notons de plus en plus une mobilisation des étudiants à travers des réseaux ou bien des associations en faveur du climat. C'est l'exemple de ce réseau-là qui nous réunit, le réseau unique en faveur du climat, qui réunit des étudiants de diverses horizons, mais qui partagent un seul objectif, la lutte contre les changements climatiques. Je suis également membre d'un réseau nommé SDG Student Hub à l'Université Alioune Diop de Bambey. Ce hub a pour objectif de faire participer, mais également d'intégrer les étudiants, des étudiants aux luttes contre les changements climatiques, mais également à l'atteinte de l'ODD. C'est un réseau créé par l'ONU, qui je pense que vous le connaissez tous, et qui est présent dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest. À travers ce réseau, donc, nous promouvons les ODD, nous promouvons leurs atteintes, l'atteinte des ODD, mais également nous promouvons également la lutte contre les changements climatiques. Je peux également donner l'exemple du sommet climat organisé au Sénégal récemment les 10 et 12 juillet 2020, organisé par une jeune Sénégalaise nommée Ndeye Marie Aïda Ndiéguène, qui a également proposé beaucoup de sujets de réflexion quant à la crise climatique au Sénégal et qui a également proposé des Donc, un étudiant. Donc, un militant étudiant autochtone tel que je le perçois, c'est un étudiant qui est d'abord conscient, qui est conscient des enjeux climatiques, qui également est très actif quant à relever ces défis-là climatiques. Et c'est justement là que a influencé mes actions climatiques, parce que récemment, j'ai eu à participer à un projet nommé Yanaï Hausa. C'est un projet qui consistait donc à recenser donc des récits de vie de personnes âgées sur leurs connaissances concernant les changements climatiques. Sur les changements climatiques, et à travers ces collectes de données-là, j'ai eu à partager avec certains de mes parents Peul sur leurs connaissances. Ils ont également eu à me parler donc des changements qu'ils ont constatés au niveau du climat depuis leur jeunesse, parce que nous avons ciblé qui nous ont raconté, donc, comme tel que je l'ai dit tout à l'heure, des récits de vie. Ils nous ont parlé des changements qu'ils ont constatés depuis leur enfance jusqu'à présent. Ils nous ont également parlé des différents changements et des variations qu'ils ont notées au niveau du climat, notamment la baisse de la pluviométrie. Et ils nous ont également dit que cette baisse de pluviométrie-là avait donc d'énormes conséquences, dont des conséquences négatives sur leurs actions. Vous parlez donc de la communauté autochtone à laquelle j'appartiens. Donc, c'est une communauté autochtone nommée Peul,
qui est présent dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, mais également de la bande sahélo-sahélienne, telle que le Tchad. Donc, les Peuls sont une communauté pastorale. Les activités principales tournent autour de l'agriculture, mais surtout au niveau de l'élevage. C'est également un peuple qui est nomade, donc dont la survie dépend directement, la survie dépend directement du climat. Là, sur cette photo, c'était lors des enquêtes de terrain que je menais avec le projet Yanaï. Ici, j'étais avec un vieux, si je peux dire ainsi, qui me racontait les changements qu'il a eu à constater depuis sa jeunesse jusqu'à présent. J'en ai parlé tout à l'heure. Il nous a dit que la baisse de la pluviométrie n'était pas en faveur de leurs actions. Et c'est justement pour cela qu'ils sont souvent nomades. Parce que pendant l'hivernage, ils ont la possibilité de mener à bien leurs activités parce qu'il pleut et dans la brousse, souvent, il y a de l'herbe, donc ils arrivent à nourrir correctement leurs bêtes. De transhumer vers ce qui a donc des répercussions au niveau de leurs activités. Et c'est justement cela qui m'a poussé ces enquêtes. Parce que, tel que je l'ai dit, c'est un peuple qui est l'activité principale tourne autour de l'élevage et qui dépend essentiellement de cela. Donc, ils sont en train de vivre d'énormes difficultés par rapport à ce changement climatique-là et par rapport à la baisse de la pluviométrie. Oui. Par rapport à l'influence de la culture climatique. Donc, je tenais à dire également que j'ai noté quelques des peuples-là autochtones, surtout ces peuples-là dont je suis membre, à savoir l'adaptation de ces peuples au changement climatique, l'adaptation des peuples autochtones pour leur préservation également, parce que s'ils continuent sur cette lancée-là, les peuples autochtones sont connus, les peuples autochtones sont connus par leur aspect indigène, tel que dit tout à l'heure. Et s'ils continuent cette lancée-là à migrer pour continuer leurs activités pastorales, cela risquerait d'impacter leur mode de vie, mais également sur leurs activités. Et tout cela serait dans le but d'améliorer leurs conditions de vie qui sont liées directement ou indirectement au climat, d'impliquer ces populations autochtones-là à la cause climatique. C'est un peu ce qu'il y avait au niveau des diapositives. Donc, si vous avez d'éventuelles questions concernant ce peuple autochtone-là ou par rapport à ce que j'ai dit, vous pouvez m'interpeller. Merci. Merci, merci Djenaba pour la présentation, pour ton partage surtout. Alors, donc, comme je disais tout à l'heure, on va aller tout de suite conférencier par conférencier pour avoir le temps de partager et parler après. Donc maintenant, je vais m'orienter vers Marco Ramirez, qui est originaire, en fait, qui parlera dans sa langue natale pour commencer, dans sa langue natale qui est le titril, désolée si j'écorche le terme un peu, et qui sera accompagné de son accompagnateur qui fait vraiment un travail formidable en ce moment, Julien Mallard, qui traduit du titril au français pour vous et qui par la suite est traduit en anglais. Donc, bon, moi, je suis assez impressionnée par ce travail de traduction. Donc, félicitations aux interprètes, franchement. Donc, Marco Ramirez est originaire d'un village autochtone du peuple Tutril au Guatemala. Il est descendant de la culture maya et impliqué dans l'agriculture et l'aquaculture depuis l'enfance. Marco est étudiant à la Faculté des sciences de l'environnement et de l'agriculture de l'Université de Rafael Landívar du Guatemala. Il s'implique actuellement avec l'Institut de recherche et de projection de l'environnement et la société de l'Université de Rafael Landívar. Également, il s'implique avec le département de génie des bioressources de l'Université McGill.
Donc Marco fait partie d'un projet de recherche participative et inclusive pour le développement d'un modèle socio-hydrologique pour le bassin du lac Atitlan. Donc peut-être il nous en parlera tout à l'heure. Donc avec l'École centrale nationale d'agriculture du Guatemala, il travaille à la création d'un plan de gestion des cultures de tomates, favorisant l'équilibre des réseaux trophiques. Avec la société linguistique Tutril de l'Académie des langues mayas, il est impliqué dans les questions inhérentes à l'éducation et à la vision du monde maya. Donc Marco est aussi membre du réseau UNICE et il a en fait souhaité commencer sa présentation avec une vidéo que nous allons en fait écouter juste avant de l'écouter lui. Et cette vidéo va présenter différentes facettes de la culture du peuple Tutril. Donc, on va tout de suite lancer la vidéo. Puis après, nous allons avoir la chance. Marco, tu pourras tout de suite, avant même que je te redonne la parole, tout de suite commencer après la vidéo, en fait. Donc, c'est parti pour la vidéo. Bonjour, merci beaucoup. Maintenant, je vais partager mon écran avec vous. Est-ce que vous voyez? Marco, non, on ne voit pas les... Non, Ah, mais quand même. oui, c'est bon. Ah, d'abord, je vais dire bonjour à tout le monde. Je remercie l'esprit de la terre, du ciel, de l'eau, du feu et des montagnes. Qu'est-ce que ça veut dire être un militant environnemental pour indigène pour les changements, pour la protection de l'environnement? C'est quelqu'un qui peut parler avec l'environnement de même qu'avec les autres personnes et qui connecte les deux ensemble. Et quand quelqu'un est capable de parler avec l'environnement et avec les autres personnes, ça apporte des bénéfices et pour les personnes et pour l'environnement. Ici, on voit un monsieur qui est en train de parler avec l'environnement.
Avec les narwhals de la forêt, des arbres et ici d'un jaguar. وين دهين قطعت شقا ونقي كي كويش ركين روجليف وين دهين قطعت هوا نماش أنن دهين قطيك تشير كين هون وتلاخ تشير وين جبام هورا كولي باش ها هون قوق شقا هورا خونا واش شقا رشين خي كيتلاخ شين خي تكين. Ici, on voit des personnes en syntonie avec la nature. Voilà, en bas, vous voyez mon frère en train de planter des arbres dans la forêt. En haut, ici, vous voyez un khouk, un oiseau qui est le nawal de la forêt. فوجيك كتوخ تفهم قد نمت أخوك أهون تيخ نبيش لا أجناق ندهن شلوف هلا هون أجناق قويناق قويناق تا تخ قويناق جنيم إيش أوتس كراقة كشاهنا قويناق تا تون نبيش مكتينا ما تشنا لا تشنا نبيه. Un autre enjeu, c'est que dans nos villages, quand on veut commencer un projet avec quelqu'un d'externe, la première question que les personnes vont poser, c'est si c'est une personne indigène ou non. Si c'est une personne indigène, elle va rentrer très facilement et être acceptée très rapidement. Si c'est une personne non indigène, ça va prendre plus de temps avant qu'on lui fasse confiance. Ici, nous voyons dans ces photos des personnes indigènes qui travaillent fort pour l'environnement. Ici, notre agriculteur, voici moi. Voilà notre agricultrice. Et voici ma mère qui est en train de travailler avec du pop, des roseaux. تو نقر مال خي هوان هلال اشتقين خي اختمي بنق بك نم كان ملكين رجوليف نرمال الهند تشوج هلال رجوليف نرمال بيشتا هلال رفشين قبان رما كل كي اتنان قطو فرشين. Donc, étant donné tout ça, pourquoi est-ce que les peuples indigènes n'arrivent pas à régler ces problèmes environnementaux dès maintenant? C'est à cause qu'il y a plusieurs barrières. تو باش نتبخ بانين تي اكو مهون نمقي اور بشيكتا يوفتا يكون تهيكم ساسنيك اقويناق يكون اكاهو شبيل نين كاميك يقول تبامتشي يكون اكاهشيكم ساسيا شي بتخي كيواجنين نمقتا قبناق كون كامن كناق تبام تيهو باش او كيش كينا او تريخ تشاهينه متي روجليف. Donc ici j'ai écrit quelque chose. Je connais personnellement plusieurs personnes qui ont été assassinées ou envoyées en prison à cause de leur activisme environnemental. Ce n'est pas des personnes qui sont allées à l'université, mais c'est des personnes qui ont beaucoup de connaissances sur l'environnement. Ici, voilà dans un groupe avec des personnes indigènes. Sur le mur, vous voyez des photos, c'est des photos à l'honneur de personnes qui ou bien ont été emprisonnées ou bien furent assassinées. Il faut que nous participions tous à la protection de l'environnement. Même s'il s'agit d'une personne par ménage, il faut vraiment que tout le monde sur cette planète soit impliqué à sa protection. Ici, vous voyez en train de présenter les résultats de ma recherche à différents étudiants à diverses universités. ميلوه كنا أختي تقوم إتقى أتسم أنترا هاد هلال تيهو شيك تريخ كم تصيب تريخ هلال جناح كاك أنت هنا أوهم بتشوف ليه. Donc je dirais que pour protéger l'environnement, on a vraiment besoin de faire deux choses. En premier lieu, on doit écouter aux connaissances de nos ancêtres, de nos grands-pères et de nos grands-mères. Et deuxièmement, on doit combiner ces connaissances-là avec les nouvelles technologies informatiques qui sont disponibles de nos jours.
Oven dahin katat ki khat ki chinak ki na orshin oher pakin katin kambin kaksan hilal kolibal chuchruchlev. Voici des photos de différentes plantes et connaissances des peuples indigènes. En haut, vous voyez des herbes qui sont utilisées dans des médicaments traditionnels. En bas, vous voyez beaucoup de différentes variétés de graines. Malheureusement, pas toutes ces technologies sont utilisées de manière régulière. Chpam ove chpam ishimulev hokina hoch dahin kakano rih nimlong helal nimak takena och tit qawma. مشتا خياتريخ كيباش رماك شوكاشري وتقير هلال بون دهين قصتي خين هلال سماه بان تريخ اشوخ وتقير دهين وتقاتش ملوه هلال نمقتقنا اوهرشين وهير ختيت قوما. Donc, mais la lutte contre les changements climatiques, c'est pas juste quelque chose de négatif de la part des changements climatiques, c'est aussi pour nous une opportunité de récupérer et de consolider toutes nos connaissances ancestrales. توا بين قصت كل خلش هورا نمر بانيك نم تشبام نمقنا او كوزموفيسيون كابيترا. Ici, vous voyez des maïs qui font partie de nos connaissances et de notre cosmovision, comme nous l'appelons. Je m'excuse, Marco, j'interromps. Il va falloir bientôt conclure. Je m'excuse m'arrêter. Kochinake samakos chanin tekinumak. Oscara mahor benon. D'accord, pas de problème. Chala kesbas mahor shimbi tqa jiwa. Voici la dernière chose que je voulais vous dire de toute façon. Shara tot ke hala ke ajnan qaho nyash ki toshi mloch kina ukhtit qoma hara yokun qaban utskas limal. Donc, les deux dernières choses que nous devons faire vraiment pour améliorer nos conditions de vie, c'est améliorer l'accès à l'éducation pour les jeunes et en même temps récupérer les connaissances de nos ancêtres. Merci. Merci. Un grand merci, Marco. Je me sens un peu cruelle d'arrêter parfois de vous couper, alors que c'est vraiment passionnant ce que vous racontez toutes et tous. Mais malheureusement, on a un... Ok, bon, super. Super. Donc, maintenant, on va écouter notre dernière panéliste. Donc, qui vient de la Nouvelle-Zélande, donc Tiana Jakisevich. Donc, je vous la présente. Elle est une femme maori de la côte est Aotearoa. J'espère que j'ai été bonne, en Nouvelle-Zélande. Elle est passionnée par la justice intergénérationnelle sur les plans environnemental, social et culturel. Tiana est avocate et activiste interdisciplinaire qui a défendu la protection des droits humains et la justice climatique autochtone au sein de la communauté et au niveau aussi international aux Nations Unies en tant que membre de Te Ara Whatu, un collectif de jeunes autochtones d'Aotearoa et du Pacifique. Tiana est une expérience dans la défense aussi des étudiants marginalisés et des minorités dans un contexte universitaire, au sein des conseils d'administration, des facultés et du conseil de gouvernance universitaire en tant qu'étudiante en droit et en art. Et Tiana est aussi membre du réseau UNICE. Donc voici, maintenant sans plus tarder, Tiana, la parole est à toi. Kia ora, tēnā koutou, ko wai. Alors, bonjour. Bonjour tout le monde, je suis Tiana. Je suis de descendance maori. Je suis de la côte est de l'île nord de la Nouvelle-Zélande. Je suis dans ma dernière année de double certificat en criminologie, en droit, et aussi je fais partie d'un groupe qui s'appelle Te Ara Whatu, un groupe autochtone, un réseau qui lutte pour la protection de l'environnement et la souveraineté autochtone. J'aimerais juste vous montrer d'où je suis. Peut-être qu'il y en a beaucoup qui connaissent pas la Nouvelle-Zélande. Un petit peuple dans une île du Pacifique.
Ce que je fais pour l'instant, je suis étudiante à l'université, mais je travaille également dans une alliance de recherche mondiale étant autochtone et je travaille donc pour ce réseau qui est le réseau de la Couronne. C'est un peu compliqué, mais je pense que c'est important pour les Autochtones parce que qu'on ait une compensation ou réparation, non de l'aide. C'est des choses qui soient offertes aux Autochtones et qui mettent l'accent, pas leur donner les choses, mais leur donner les ressources nécessaires pour qu'ils puissent se gérer. Les images ici, voici euh, de mon village, ce qu'on fait nous, chez nous. Nous faisons face chez nous à une érosion des rivières à cause de l'agriculture en partie. C'est les plus grosses sources d'émissions de gaz en Nouvelle-Zélande, c'est l'agriculture. Voici l'érosion des berges à la symétrie. Ici, vous voyez, il y a eu des excavations à cause de l'érosion ici. Alors, c'est assez important comme Autochtones parce que nous, on sait d'où viennent nos ancêtres et tout ça. Alors, on dit que maintenant, je suis la terre et la terre est nous. Alors, on n'a pas de séparation entre l'environnement et nous. Et je pense que les Autochtones partout sont étroitement liés à la nature. Et il n'y a pas de brisure. Ça fait un tout. Des choses ici qui arrivent à Otero. Nous, on est de la côte est ici. Et j'ai grandi où je pouvais prédire la température. Et je savais, à un moment donné, peut-être, il y avait une tempête de neige. Mais là, maintenant, il y a souvent des orages, des perturbations atmosphériques assez violentes. Alors, il y a beaucoup de problèmes pour les gens à cause de ça. Une autre image. Ici au milieu, c'est quand on s'est présenté aux Nations unies, notre communauté, on a fait des actions en bas à droite. C'est ce qu'on appelle c'est un salut à nos parents dans le monde. C'est que les Autochtones sont beaucoup plus étroitement liés qu'on puisse le réaliser. Très souvent, on a des parents souvent, on est très étroitement liés et je pense il faut reconnaître le fait que nos méthodes, nos sciences de médecine naturelle et tout ça. Donc, nous avons besoin de changements systémiques. Systémiques, par exemple, sur le plan de la société, tout sur le plan de la justice climatique. À gauche, Tiara Fatou, et qui sont allés au Parlement. À droite, en haut, une cérémonie avec des gens qu'on a fait à Madrid, à gauche. Je vous montre le parallèle à ce que les Autochtones ont et le gouvernement. Les deux endroits où on est allé, c'est là, vous voyez, à gauche, vous voyez une grande salle plénière avec des négociations, vous voyez, et le petit endroit où tous les gens étaient entassés pour planifier, faire des stratégies et aussi défendre les droits autochtones. Cette image répète encore une fois l'étroit lien entre les Autochtones de partout dans le monde. Alors, c'est une plateforme autochtone ici. Et c'est ce que j'aimerais souvent. Être autochtone, ça veut dire qu'on est dans des situations où on est en conflit souvent avec notre idéologie. Je pense que c'est le temps de voir est-ce qu'on veut on doit avoir un changement qui inclut tous les changements.
C'est ça, être militant. Je suis aussi militante que ceux qui sont chez moi, c'est-à-dire lutter pour nos enfants. Et comme nous, on met l'accent aussi sur la génération future. Qu'est-ce que ça va, mais pas seulement la prochaine génération, mais maintenant, nous, ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire là, maintenant? Thank you. Merci. Merci beaucoup pour ta présentation. Merci à vous tous. De manière admirable, le temps, c'est vraiment apprécié, honnêtement. Donc, en fait, maintenant, ce que je vous proposerai, vu qu'on a un petit retard de 10 minutes, ça serait en fait de passer tout de suite, en fait, finalement, aux questions du public et vous aurez l'occasion également, dans ce cadre-là, tous les conférenciers, à discuter. De cette manière, on prendra plus de temps pour les questions tous ensemble et vous pouvez aussi interagir, vous poser des questions mutuelles. Les conférenciers, c'est ouvert à tous. Mais avant de passer à la période de questions, je voudrais vraiment vous remercier sincèrement toutes et tous, nos 4 conférenciers qui viennent quand même de 4 coins du globe. C'est absolument... c'est très riche, je pense, les informations qu'ils nous ont délivrées aujourd'hui. C'est des sublimes témoignages. C'est une grande chance, je pense, pour nous tous de profiter de leur expérience et de leur vision et de leur réalité. Ça nous fait tous progresser, je pense, pour avoir une réflexion commune et voir aussi notre responsabilité partagée en ce qui concerne la protection de l'environnement. Donc, je ne prendrai pas plus de temps parce que je veux laisser la place à nos participants qui sont aujourd'hui 62. On a beaucoup augmenté depuis le début. C'est quand même c'est super que ça a suscité vraiment beaucoup d'intérêt. Je pense que je vois rapidement dans le clavardage qu'il y a énormément de messages de félicitations, de bravo, d'encouragement. Donc, c'est beau à voir. Ça me donne un peu les frissons même, pour être honnête avec vous. Et donc, je vais regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de la période de questions. Et la manière dont je vais procéder déjà, c'est que j'ai des questions pour chaque personne. Et si également une autre personne veut y répondre, un autre conférencier, qui se sent libre de le faire. Donc, je vais y aller, je regarde, je découvre en même temps les questions. Alors, déjà, en fait, j'aurai une question générale, en fait, finalement, à poser à tous les panélistes. Et vous répondrez ça peut être n'importe qui commence. Donc, vous avez tous fait référence au savoir traditionnel autochtone et à son importance pour comprendre la nature. Donc, à votre avis, comment peut-on établir des passerelles entre cette connaissance autochtone et les politiques publiques climatiques? Donc, voici d'abord une question générale que je vous pose à vous tous et toutes. Donc, je ne sais pas qui veut commencer par briser la glace. I can. Yeah, and I'll do a quick question. Oui, j'ai une question, j'ai une réponse rapide. Je pense que pour bien comprendre la connaissance traditionnelle ou la connaissance ancestrale, quel que soit le mot, il s'agit du contexte, là où ça se trouve, les connaissances qui existent dans un système occidental, finalement, dans lequel on vit et on participe. Mais la reconnaissance dont je parlais et ce que Marco a dit et Tiana aussi, c'est que ce système de connaissances exige que nous y pensions comme un système qui inclut la langue, le système légal, la spiritualité. Et quand on commence, il faut y penser comme ça, pas seulement des données qu'on doit intégrer. Il faut y penser dans un ensemble, dans une relation équitable, respectueuse d'un système qui nous amène vers l'avenir. Et je pense que la meilleure personne pour faire ça, c'est un autochtone, n'est-ce pas? Ce sont ceux qui vivent dans ce monde-là.
Alors, Shimikush, merci beaucoup d'avoir partagé ce que vous avez partagé parce qu'évidemment, c'est bien de donner de l'espace à ces experts, à ces connaissances. Merci. Merci beaucoup, Graham. Ako dahil kapang sa mak tri hala rikin universidad makil abar dahil ya og yunak ahtma yunak ka ahchampomal yunak dahil ya og chla to ha hala khun mlon riil participativo inclusivo to ya mo achigum yunak kala noban utsnoban. Nous, ici, avec l'Université McGill, on est en train de faire un projet qui combine les connaissances des personnes indigènes avec les preneurs de décision dans des postes gouvernementaux pour la meilleure gestion de l'environnement. Great. Super, super intéressant. Est-ce que Marco, tu avais quelque chose à ajouter? OK, bon, parfait. Non, non. OK, parfait. Super. Est-ce que on a Tiana, Jenaba, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose par rapport à la question? Oui. I would just quickly add Oui, for rapidement, pour créer ce pont, je pense qu'il faut d'abord reconnaître l'histoire de la terre où on est. Et souvent, cette histoire n'est pas une histoire autochtone. Même avant de construire des ponts, il faut reconnaître le territoire sur lequel on est. Il y a des gens qui, bon, souvent, moi je dis que il s'agit parce qu'il y a des choses qui sont populaires, ça ne veut pas dire que ça ne sera pas populaire dans 10, 12 ans, un changement climatique, n'est-ce pas? Nous, on lutte depuis toujours et on va lutter aussi à l'infini. Donc, il faut qu'on amène ces gens à côté de nous pour toujours, donc pour l'avenir. Merci, Tiana. Jenaba, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose à ce propos? Par rapport à votre question, donc, pour moi, la meilleure façon donc de créer ce lien-là, c'est d'aller vers ces populations autochtones, comme ce que nous sommes en train de faire là. Voir donc leur manière de vivre, partager surtout leurs expériences. Parce que, comme nous l'avons constaté tous durant cette conférence, c'est que ces populations autochtones-là ou indigènes sont très proches de la nature. Et ils ont plus intérêt à ce que l'on préserve cette nature-là. Donc, aller vers eux, ce serait donc leur donner l'occasion de s'impliquer d'abord, mais également de tirer d'eux des connaissances par rapport à cela. Parce que tout ce qui doit être fait pour eux, donc, devrait être fait avec eux également, avec leur consentement. Merci, merci Jenaba, merci pour cette précision et cet ajout. Merci vraiment d'avoir répondu les quatre à cette question. Maintenant, je pense que je vais aller avec les questions du public qui sont un peu plus personnelles pour chaque conférencier. Donc, je vais commencer avec toi, Graham. J'ai une question pour toi. J'ai une question de Géraud de la Suisse Ingénieur, donc qui est chargé de cours à l'Université Laval, et qui te pose la question suivante. Je lis. Tu as dit qu'il ne peut pas y avoir de réconciliation sans action. Quel type d'action penses-tu qui serait indispensable de mettre en œuvre pour faciliter cette réconciliation? Comment les étudiants peuvent jouer un rôle dans ce processus? Voilà, je te laisse la parole. Yeah, merci. And thanks, Jérôme, for that question. Just before... Oui, merci beaucoup. Avant de commencer, avant de répondre à cette question précise, j'aimerais faire un commentaire sur un des thèmes que j'ai reconnu chez plusieurs présentateurs. L'activisme, ce n'est pas un choix, c'est un engagement. Le militantisme, c'est la reconnaissance de la terre, du territoire et lutter pour la protéger avant de, même dans cette décision. Et la question qu'on vient de présenter, les gens font une décision, décident d'être militants en matière de climat. Ils ne sont pas autochtones. Mais je pense que d'abord, il faut reconnaître des privilèges à la position où ils sont. Je pense que qu'est-ce que les étudiants peuvent faire? Je pense que Tiana l'a dit, d'abord apprendre l'histoire de la Terre.
et là où vous vous situez, ça c'est important, mais aussi il y a une longue histoire d'Autochtones qui sont inquiets des activités reliées au climat, des efforts, ce qui se fait là maintenant. Alors, voir cette recherche, quelle est la perspective des Autochtones là-dedans? Ceux qui ont été opprimés, je ne sais pas, qu'on a contourné, qu'on a évité ou qu'on a minimisé dans notre système de connaissances occidental. Il y a beaucoup de réflexions que les personnes, les étudiants peuvent faire, mais aussi demander aux enseignants comment eux peuvent prioriser les auteurs, les universitaires et tout ça pour en discuter de façon plus active. Il y a une liste longue d'universitaires autochtones qui régulièrement, depuis les 40 dernières années, en ont parlé. C'était à peu près temps de les intégrer dans notre programme. Alors, j'espère que ce n'est pas juste le rôle des étudiants, mais c'est le rôle aussi des enseignants. Et en dernier lieu, ce que je dirais, c'est il faut soutenir, se lever, soutenir ceux qui défendent le territoire. Québec, c'est important, le moratoire Mousse ou les Premières Nations se lèvent debout à cause de la mauvaise gestion du gouvernement provincial. On le voit aussi, McMahon et toutes ces histoires de gouvernement en action. Alors, avec cette présentation et par d'autres présentations, on pourra comprendre ce que les Autochtones demandent depuis littéralement des générations. Oui, c'est sûr. Merci beaucoup, Graham. Nous allons passer à d'autres. Une question pour Jenaba. Que j'ai de Mohamed Mansour Diaby qui pose la question suivante. Quelles sont les résiliences et approches adaptées au Sénégal par les éleveurs pour sauver les pâturages? Une question très spécifique. Jenaba, je te laisse répondre. Oui, par rapport à cette question-là, il a bien dû la poser parce que malgré donc, les effets des changements climatiques notés au Sénégal, auxquels les éleveurs sont le plus confrontés, ils continuent quand même leurs activités. Lors de mon enquête, donc, avec ce projet-là dont je vous parlais, c'est toujours la question qui venait à la fin. Je leur demandais toujours, malgré donc, les difficultés-là que vous rencontrez avec les effets du changement climatique, pourquoi est-ce que vous continuez toujours dans vos activités? Il y en a beaucoup qui ont abandonné l'élevage maintenant, mais vous continuez. Ils ont dit que ce qu'ils font, donc, c'est s'adapter au contexte actuel. Donc, par rapport au pâturage, par exemple, quand il ne pleut pas beaucoup, ils sont confrontés donc à des problèmes pour les nourrir. Mais eux, ce qu'ils font, par exemple, c'est se tourner vers des agriculteurs, des maraîchers, acheter vers eux de la nourriture et venir nourrir leurs bêtes. Ce qui donc leur demande parfois de dépenser de l'argent, mais ils font comme ça donc pour continuer à nourrir leur pâturage. Parce que si ce n'est pas le cas, ils sont donc obligés parfois de prendre une vache par exemple de leur troupeau et de la vendre. Et ceci donc au fil du temps risque donc de diminuer donc le nombre de troupeaux. Mais ils s'adaptent de plus en plus donc à travers ce que j'ai dit, mais également en transhumant parce qu'eux ils sont connus donc par leur caractère nomade. Les éleveurs Peuls ou bien les Peuls de manière générale donc ils ont toujours été nomades, donc ils vont de lieu en lieu donc pour continuer à nourrir le pâturage, juste parce que les effets des changements climatiques également donc ne les laissent pas donc sans conséquence, si je peux dire ainsi. Merci beaucoup Jenaba pour ces précisions. Encore une fois, vraiment merci à vous tous d'être aussi précis dans vos réponses et aussi respecter aussi bien le temps, c'est vraiment admirable. Maintenant, je vais continuer avec mes questions, puis je vais utiliser en fait mon privilège d'animatrice pour poser directement une question à Marco.
Et Marco, en fait, tu as parlé donc, dans le cadre de ta présentation, tu as parlé du rôle des nouvelles technologies que peuvent avoir les nouvelles technologies pour protéger, préserver l'environnement. Et justement, ma question, c'était face finalement à un savoir qui est plutôt immatériel, qui, comme tu disais si bien, qui consistait à être militant, c'est parler avec l'environnement, l'écouter. De quelle manière, quel rôle les nouvelles technologies, du coup, pourraient jouer aujourd'hui pour préserver l'environnement? Otkara, kohor biyal dahin kaksaha hoch, Je sais pas comment les faire utiliser nous. رجوليك تسيخ كتسيخ ونق يكون تيتسبان بونكي كونكي تشول تو وشكوهن عشان تسيخ نكونوا بيدرهن ونق هناق ناوهينيل سينتيفيكو قيادريخ نكونوا جو سماخترا إنو يقيترا نوك تبام هون موديلو قيادريخ تو ندخي نوكرنا أوها هناق أختمعي هناق تبام هلا. Donc, je dirais qu'une façon qu'on utilise, c'est d'utiliser une forme de traducteur. Beaucoup de personnes indigènes savent peut-être pas utiliser l'ordinateur, mais elles sont très bien habituées à exprimer leurs idées en forme d'histoire ou de façon orale. Donc, elles l'expriment ainsi. Et nous, dans notre recherche, on travaille avec les scientifiques qui peuvent traduire ces histoires dans un format de modélisation informatique. Wawe ahoch pam ishimulev ngachop chi ngkat kamik qamarih chahinem chirwa chuchlef ngkat kamik qamari activismo oherchik emhon priqti qamak ichkhona ihna osh kitqih trih chahinem rumak naran qabih rahwashik qameloh chkumeh helal kina qti quma rmal colonialismo shpnoftra jim mqalhint kamik oherchik mhon priha hehalan helal achnak krma kran qagano qameloh chuhi kamik itksas chpam he en helal ikak taq naoh. Donc, je dirais qu'il y a une résurgence en termes d'environnementalisme et de conservation au Guatemala maintenant, mais il faut se souvenir que ces efforts datent d'il y a très longtemps à travers nos ancêtres et ils ont été aussi pour longtemps supprimés par le colonialisme. Donc, aujourd'hui, on prend avantage de cette résurgence et aussi des nouvelles technologies pour partager, documenter et partager ces anciennes connaissances. Est-ce que j'ai bien répondu ou est-ce que vous aviez une autre question? Non, c'est parfait. C'est très, oui, parfaitement. Tu as parfaitement répondu, Marco, oui. Okay. Parfait. Je te laissais, Julien, la traduction. Mais parfait, merci. Maintenant, on arrive à notre dernière conférencière avec une question aussi que je poserai à Tiana. En fait, pour lui demander finalement, tu as beaucoup parlé en fait des enjeux au niveau internationaux concernant les accords sur les changements climatiques. Et je me demandais en fait quel regard tu portes finalement sur la COP. Est-ce que tu considères que c'est un forum important pour faire avancer la cause des peuples autochtones, pour faire avancer aussi cette réflexion et pour montrer une autre réalité des peuples autochtones qui est différente de la vision eurocentrée qu'on connaît. Et sinon, est-ce que tu penses qu'il y aurait d'autres forums intéressants au niveau international qui permettraient de porter en fait la cause des peuples autochtones peut-être pas forcément plus loin, mais qui serait aussi des forums intéressants pour continuer en fait cette réflexion, puis faire avancer le débat finalement? Je ne pense pas qu'un forum international, c'est un endroit pour unir les peuples autochtones, parce que ça ne marche pas à l'extérieur. Ce qu'on va leur donner, ça va être mis en silo pour répondre à un besoin qu'ils ont. Ça ne va pas
desservir les Autochtones. Par exemple, l'autodétermination, la réalité qu'on a besoin. Est-ce qu'il pourrait y avoir des forums? Oh, encore une fois, peut-être que faudrait que ce soit mis sur pied, dirigé par les Autochtones pour les Autochtones, parce que quand on a des participants des pays, des ressources coloniales, des institutions coloniales qui incluent, entre guillemets, des Autochtones, ça ne va jamais servir les Autochtones. Merci beaucoup, Tiana. Merci pour ta réponse. J'aurais besoin de conclure maintenant parce que je regarde l'heure et je pense qu'on est venu. Je vais être obligée, malheureusement, de commencer à conclure, enfin, de conclure en fait le webinaire. Malheureusement, nous n'avons plus beaucoup de temps devant nous, mais je tiens chaleureusement à vous remercier sincèrement toutes et tous pour ces sublimes témoignages, nous avoir fait surtout part de vos actions, de vos luttes, de votre vision. En fait, c'est surtout ça, en fait, qui est le plus vraiment vos visions, vos réalités et ce que vous vivez, en fait. Et donc, maintenant, en guise de conclusion, je tiens aussi, comme l'usage le veut, remercier nos partenaires qui permettent au réseau UNICE d'exister et de croître. Donc, et n'oublions pas non plus l'Université Laval qui est à l'origine de cette initiative, ainsi que l'Institut Hydro-Québec en environnement, développement et société pour sa mise en œuvre. Et surtout, vraiment, je tiens grandement à remercier nos interprètes aujourd'hui qui ont fait un travail formidable. Donc, je remercie André Lannoy qui, pendant tout le webinaire, a fait une traduction simultanée français-anglais dans le cadre d'un Zoom virtuel. C'est vraiment pas évident, ça ne doit pas être évident. Donc, un grand merci. Et aussi, un grand merci à Julien Mallard qui traduit du toutril au français de manière simultanée, de façon incroyable aussi. Donc, je pense que n'oublions pas nos interprètes qui aujourd'hui ont permis à ce que plusieurs personnes dans le globe puissent écouter ce webinaire, et j'ai cru voir rapidement qu'il y a vraiment des personnes de partout dans le monde. J'ai vu Colombie, Haïti, j'ai pas le temps vraiment de voir. C'est absolument incroyable de voir le nombre de personnes qui aujourd'hui nous écoutent de partout dans le monde. In conclusion, we invite you to follow. En conclusion, vous demande de suivre de près les activités du réseau. Nous avons un scoop aujourd'hui, les appels à vous inscrire au réseau UNICE, c'est ouvert. Vous allez voir tous les détails sur cette application. Dans la boîte chat, j'ai mis le lien. Vous êtes invités à vous joindre pour enrichir ce réseau unique. C'est une occasion unique de discussion, de partage, de réseautage et de collaboration internationale à travers le réseau UNICE. Et donc, vous trouverez tous les détails donc, sur le site web du réseau aussi UNICE et à partir de demain sur les réseaux sociaux. Donc, je regarde l'heure. Ceci va conclure l'activité d'aujourd'hui. Veuillez noter qu'en fait, le contenu du webinaire sera disponible dans quelques jours en rediffusion sur le site web. Donc, si vous êtes arrivé en retard, si vous avez envie de vous plonger à nouveau dans ces webinaires, il sera possible de le réécouter. Donc, thank you so much and stay tuned for the UNICE. Merci beaucoup et suivez de près nos activités du réseau UNICE. Grand plaisir de vous revoir très bientôt.